Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le podcast Dans la boîte à gants, c'est avant tout un format 100% audio, ce qui vous permet de le consommer en toutes circonstances, en faisant la cuisine, en courant, en voiture, peu importe. Il est disponible sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres, le tout bien évidemment gratuit. Vous pouvez aussi découvrir les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Salut Enrico. Salut Yann. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants et merci de nous recevoir dans ton garage incroyable parce que là on a quand même juste derrière deux Senna, C'est vrai. une 688 MSO, Ouais. une GT Black Series. Enfin c'est juste de la folie quoi. Ouais, il y a quelques voitures intéressantes à mon goût. Oh ouais, je te confirme. Et encore il y a une autre partie qu'on voit pas là. Est-ce que tu peux te présenter un peu en deux mots pour expliquer pour nos auditeurs qui tu es? Ok, donc j'ai commencé l'automobile il y a En fait, j'ai toujours grandi dans l'automobile. Car en fait, mon premier métier, c'était découper des voitures et des camions au chalumeau et envoyer ça en Afrique. Donc tu as grandi en Belgique, c'est ça? J'ai grandi en Belgique, ouais. Et donc, c'est un métier que j'ai commencé très jeune parce que je parlais pas la même langue avec mes parents. Donc, à 17 ans, j'ai commencé à bosser. Qu'est-ce que tu entends par je parlais pas la même langue que mes parents? Parce que mes parents étaient d'une autre génération, beaucoup plus difficile qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé de faire ma valise et de me casser, quoi. Tu veux dire qu'ils avaient connu peut-être une période plus dure, issue de l'immigration, issue de... C'est ça Mes parents viennent d'une vague d'immigration. Et donc, mon père, par exemple, il a commencé à travailler à l'usine Fiat. Il sortait de la guerre, tu vois, c'était un peu... Même eux, ils ont eu difficile. Et donc, j'ai décidé de faire ma vie, quoi. Ouais. Et donc là, tu te lances dans des business. Et c'est quoi par rapport à l'automobile un petit peu ce que tu fais concrètement? Par rapport à aujourd'hui ou par rapport à... Non, à ce moment-là, tu parlais tout à l'heure de dire que tu t'es lancé dans l'automobile assez jeune. C'était quoi un petit peu le... Directement, j'ai tout de suite mis le pied dans la mécanique, en fait, hein, en gros. Donc, dans les camions, dans les voitures qu'on envoyait en Afrique. Tu vois, par exemple, ma caisse à outils, c'était parce qu'on avait un grand terrain. Dès qu'une bagnole arrivait et qu'elle me plaisait, je prenais le chalumeau, je coupais le toit et ma caisse à outils, c'était le coffre, tu vois. Donc je me trimballais avec ça, je faisais un cabriolet, je m'amusais déjà à tirer des freins à main sur la route, car les pneus, ils étaient pleins de graisse, tu vois. C'était vraiment une autre époque. C'est-à-dire que les camions, on les prenait, on les retournait, l'huile coulait par terre avec les batteries, et l'essence et tout, on s'en tapait, tu vois. Donc au niveau de la nappe phréatique, c'était pas terrible, quoi. T'arrêtes tes études assez jeune, je crois que tu les arrêtes même avant le bac. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que donc t'as pas trop bougé de Belgique. Il y a une transition qui se fait, je crois, parce que tu travailles à couper des voitures au chalumeau, comme tu dis. Ouais. Je crois que vous les envoyez un petit peu en Afrique, parce qu'il y a un marché à ce moment-là. Ouais, on travaillait sur le Sénégal. Si tu veux, à l'époque, l'Afrique, c'était la poubelle de l'Europe, quoi. Même la Grèce, mais beaucoup en Afrique en tout cas. Et ce marché commence à partir? Vous le perdez un petit peu? Le CFA dévalue, tout devient compliqué. Le dépôt où on était, on s'est fait racheter car il y a eu le TGV qui est arrivé. Donc on a été un petit peu exproprié. Moi je te cache pas que j'en avais un peu marre de couper des camions, mais je gagnais très très bien ma vie, tu vois. À l'époque mon père il est roulé en Renault 18, moi j'avais déjà une Audi 100, tu vois. Et puis t'étais jeune quoi, t'avais 21 ans, quelque chose comme ça? Ouais, j'ai eu mon Audi 100, j'avais 18 ans, tu vois. Donc je gagnais bien ma vie, tu vois. Mais j'avais envie de voir du pays et depuis tout petit, j'ai jamais aimé vivre en Belgique et la mer me manquait un petit peu. Mmh. Donc j'ai décidé de voyager et en fait j'ai rencontré un pote qui avait travaillé au Club Med. Ok. Donc je lui ai dit, écoute, j'en ai marre et tout. Il me dit, écoute, je connais un peu de monde au Club Med car il a travaillé quelques saisons. Il me dit, viens, on monte à Paris et on verra bien. Donc je suis monté à Paris et mon pote les a bien baratinés. Donc suite à ça, je me suis retrouvé dans la... Mais d'abord, j'ai fait une saison aux Arcs 2000. Mmh. Donc à la montagne? À la montagne. Donc c'est la première fois que je voyais de la neige et j'ai un petit peu appris à skier. Donc j'avais les 5-6 ans. Donc moi j'allais en cours et j'étais le dernier et j'essayais de faire la même chose que les gamins de 5 ans. Tu vois. Donc je me prenais des tôles, j'ai tous les mètres. Et donc j'ai fait ma saison. J'ai fait quoi, 1 mois, 2 mois. Et après je suis retourné à Paris avec mon pote, on les a rebaratinés. Et là je me suis retrouvé dans la deuxième plus grosse école de ski nautique du Club Med. Donc c'était à Grégor Limano en Grèce.
Et donc là, ton job, c'était quoi? C'était d'apprendre le jet ski aux gens C'était le ski nautique, pardon. Ouais. Et tu t'en avais déjà fait ou pas du tout? Ah, jamais, jamais. J'avais jamais vu un bateau de ma vie, enfin, sauf à la plage. Et donc, je me suis retrouvé moniteur de ski nautique et mécano ski nautique. Donc, et en plus, je suis parti, j'avais même pas de permis bateau, tu vois. Et Donc, comment t'as fait pour qu'ils te prennent alors? Parce que... en fait, en Belgique, tu peux avoir un permis pour les canots. Ok. Donc, j'ai récupéré un permis pour les fluviales, on va dire. Et donc, je suis parti avec ça là-bas. Et donc, j'ai tout appris sur le tas. Et c'est vrai que je suis arrivé en début de saison, le club n'était pas encore ouvert. J'ai vu mon responsable ski nautique et je dis écoute, ce modèle de bateau, je le connais pas trop. Parce qu'en fait, les bateaux, ils sont à poil. T'as pas la direction, t'as pas le moteur, t'as rien qui est monté, t'as les cartons, t'as le bateau et il faut tout monter dessus. Je dis écoute, aide-moi pour le premier. Et puis pour le prochain, je me démerde, quoi. Donc il y avait 6-7 bateaux, tu vois. En fait, t'as appris en faisant, quoi. Ouais, sur le tas. Ouais. Et c'était une belle expérience, quoi. Et t'es resté combien de temps à faire ça? Ben, j'ai fait une saison de 6 mois. Et après, à l'époque, si tu veux, il y a une émission qui s'appelait à Canal+, 24 heures. Ok. Je sais pas, c'est il y a longtemps, tu vois. Non, ça me dit quelque chose quand même. Ça te dit quelque chose, hein? Ouais. Et en fait, l'émission, ils ont commencé à faire le tournage. Ils ont trouvé 5-6 géos, dont Thomas, mon pote, et moi. Donc ce que t'appelles les géos, c'est les animateurs, c'est ça? Ouais, gentil organisateur. Et donc, on a commencé, ils nous ont suivis pendant une journée, pendant 24 heures d'ailleurs. Et bon, c'est vrai qu'on a dit un peu des conneries, tu vois. Genre, moi, le Club Med, c'est beau, c'est une prison dorée, patati patata. Et en fait, le jour où l'émission elle est passée à la télé, ils ont reçu un coup de fil de Paris et ils m'ont dit t'as 1 heure pour faire tes valises et dégager, quoi. Ouais, ils t'ont remercié gentiment parce que Ouais. t'étais pas corporate, quoi. Ouais, j'étais pas dans les clous. Donc, j'ai pris mon sac, je me suis cassé, tu vois. Tu te sentais comment à ce moment-là? Tu t'étais dégoûté ou peu plus que ça? Tu t'es dit, bah, Oh je fais non, autre je chose. m'en fous, hein. Tu sais, c'était une époque où tu vivais pas au jour le jour, mais bon, t'avais pas de soucis Enfin, t'étais libre, on va dire. Hmm. Parce qu'en Puis fait, t'es jeune en plus à ce moment-là, t'as quoi, t'as 22 ans? j'ai 22 ans, ouais. Donc après, je suis parti du club. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Après, j'étais avec mon pote Thomas et on a monté une plage à Cannes, à Mandelieu. Donc on faisait de la location de planches à voile et de catamarans. Donc on a fait une saison comme ça. Après, on s'est un petit peu séparés. J'étais travailler un peu à la montagne. Et puis après, on a décidé de partir en Australie. Donc je suis parti en Australie pendant quelques mois. Et en fait, on n'avait pas de thunes. On avait juste de quoi se payer le billet et survivre pendant 3 semaines. Il n'y avait pas de carte bleue, il n'y avait rien. On partait avec du cash. Et on s'est retrouvé à laver les pare-brises au Carrefour, quoi. Donc on a fait ça pendant quelques mois. Après, on s'est un petit peu embrouillé avec mon pote. Et après, on est parti faire les pickings, c'est l'accueillette des légumes, en fait. Voilà, donc j'ai fait un peu les légumes. Je voulais aller faire les bananes. Et en fait, j'ai un pote, il m'a dit, surtout, on va pas faire les bananes parce que il y a des araignées, il y a des serpents, il y a des crocos, tu vois. Je dis, bon, ok, je vais rester dans mes légumes. Et après, j'ai eu quand même un peu la nostalgie du pays et de mes amis, surtout. Et je suis rentré. T'es rentré en France. Je suis rentré en France. Donc, j'allais quasiment plus en Belgique. Donc, j'ai recommencé à travailler une saison à la montagne. Et puis, j'ai rencontré ma femme et puis, je me suis installé avec elle. Et après, j'ai un peu galéré. Est-ce qu'en parallèle, tu faisais toujours de la moto? Parce que je sais que t'as fait de la moto assez jeune, presque plus que l'automobile. Ouais, j'ai toujours grandi dans la moto, en fait. Toujours. J'ai bien aimé le 2 roues. Et en fait, c'est marrant parce que je pensais que j'avais roulé dans une grande ville. En fait, dès que tu arrives en montagne, et dès que ça commence à tourner, tu comprends que tu sais pas rouler. Donc j'ai dû un petit peu me réadapter et ça a été la même chose pour la voiture. Tu roulais sur quoi à l'époque? C'était quoi un peu tes références? Parce que là, je vois qu'il y a une V4R juste à côté de nous, une Ducati, un Ouais. monstre de piste. Ouais, mais je sais pas rouler avec ça. Ouais, ça c'est plus pour la collection parce que c'est un bel objet aussi. C'est un bel objet, tu vois, c'est une moto salon pour moi. Ouais. Et je sais même pas rouler avec ça. Enfin, je sais rouler un petit peu, mais me demande pas de la mettre sur l'angle, c'est même pas la peine. Donc j'ai beaucoup aimé les enduros, les crosses et les Ouais. supermotos. Ok. Ça, c'est un peu ma cam. Bah, tu c'est une vois. autre manière de piloter. Ouais. Avec la jambe tendue. T'es Ouais, plus c'est sur, plus sympa, tu t'es vois. plus sur les appuis. Ouais, c'est autre chose. C'est plus fun. Et tout ça pour en revenir. Oui, donc en gros, tu reviens en France, Je reviens en France. après l'Australie.
Voilà, de l'Australie. Je retravaille un peu à la montagne. Je rencontre ma femme. Je m'installe avec elle. Et puis elle avait un couple d'amis qui était très sympa. Et Stéphane, d'ailleurs, qui est décédé, il travaillait dans un garage à Monaco qui s'appelait Autoport. Donc j'ai bossé avec lui. Et en fait, il m'a débauché pour développer un site internet qui s'appelait Auto-Cyberport. Et Ok. qui était un petit peu la centrale. Donc là, on est en quelle année à peu près? Oh, C'est le début de l'Internet, on va dire, ouais, global, quoi. ouais, tu commences un petit peu à avoir Internet chez toi à la maison, t'avais très peu de débit, et en fait, j'étais débauché pour développer ce site. Donc ça doit être 98, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, je pense, ouais, Mm. je pense. Donc, on a développé ce site, et après un moment, il a fallu aller le vendre. Donc, j'ai commencé un petit peu à bourlinguer dans la France, et aller voir les concessionnaires, et essayer de vendre ce logiciel, hein. Et en fait, personne croyait au projet, c'est-à-dire que tu arrivais dans des grosses concessions, les mecs, ils avaient encore juste le téléphone, un carnet et un stylo, quoi. Et donc, moi, j'arrivais avec mon ordinateur portable, mon appareil photo numérique, et les mecs, ils me voyaient arriver comme un extraterrestre, et ils croyaient pas au projet. Et en fait, Stéphane, son vrai patron, c'était Michel Ducrot, les épices, Mhm. et il n'a pas cru au projet, donc c'est tombé aux oubliettes. Et ça m'a permis aussi de mettre dans ce garage le pied à l'étrier dans l'automobile. C'est là où tu as commencé à goûter à certaines caisses aussi. Ouais, j'ai commencé à... Comme j'avais souvent du temps, j'amenais des voitures en révision, ramener les voitures des clients. Donc j'ai commencé un petit peu à rouler avec des voitures de sport, de prestige. Et c'est vrai que c'est gravé ça, tu vois. Ouais, ta culture commence à se faire en fait. C'est Ouais, ça. si tu veux, à l'époque, moi j'allais travailler en mobilette, hein. Donc j'arrivais là-bas, il y avait... en francs français, il y avait 20 ou 30 millions de stocks, tu vois. Donc c'était cool, hein. Ouais, puis t'avais quoi? T'avais même pas 25 ans, quoi? 25, 26 ans? Ouais, j'avais 26 ans. Ouais, 26 ans. J'avais 26 ans. Ouais. Et alors, comment ça se passe? Parce que justement, donc là, ce projet tombe à l'eau. T'arrêtes ce job, J'arrête. mais t'apprends plein de choses. Enfin, t'apprends, j'imagine, le commerce, t'apprends. Bien sûr, je travaillais avec deux juifs qui étaient exceptionnels, Stéphane et Thierry. Et ils m'ont vraiment appris le métier, quoi. Tu vois, le commerce, le business. En plus, ils roulaient comme des fous. Ils prenaient les voitures des clients qui étaient en dépôt-vente. Ils roulaient, ils partaient en vacances avec. D'ailleurs, Stéphane avait même éclaté une F40 à Monaco. Éclater une F40 à Monaco. Ouais, sur la voie rapide, hein, tu vois. Ah ouais. À l'époque, il en a mis pour 1,2 million, tu vois, de francs. Et en plus, c'était une voiture en dépôt. Le client, il était comme un fou. Tu m'étonnes. Je crois plus que ce soit un client. Enfin, en tout cas, ça l'a plus Ah été. oui, ils l'ont perdu, le client. Ouais, il a perdu. Il a récupéré sa caisse et il est parti. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait après ça? Après, Tu fais ça quoi, 2 ans? Quelque chose comme ça? De quoi? T'as fait ça 2 ans, ce job? Ouais, 2 ans, ouais. Après, je suis parti, j'ai travaillé encore dans 2 garages de véhicules d'occasion, mais je me sentais pas à ma place. Et j'étais tellement bien avec Stéphane et Thierry que j'ai préféré passer à autre chose. Donc je suis parti dans la restauration, j'ai ouvert un restaurant Ok. avec des Italiens. Donc ça s'est passé moyennement. Je suis tombé sur des hommes d'affaires très durs, les Italiens, et je me suis fait manger tout cru. Donc grosse déception. Ouais, après, donc avec ma femme, on a eu des enfants et on a commencé à chercher une maison. Et donc j'ai trouvé une maison à la montagne. Et donc j'ai pris un gars avec moi et j'ai fait toute la maison car elle était bourrée de décoffrage. Donc je me suis mis dans le bâtiment, Donc t'as appris le métier encore une fois, sur le tas. 4e fois ou 5e fois que t'apprends le métier comme ça sur le tas, Voilà, quoi. je suis assez autodidacte. Et donc j'ai fait toute la maison. Et puis je me suis dit, pourquoi je ne monterais pas une boîte de bâtiment? Donc j'ai monté ma boîte de bâtiment à Monaco et j'ai commencé à envoyer là. J'ai ouvert ma boîte avec 1200 euros. Avec ça, j'ai acheté ma première machine. Et en fait, j'avais dégoté un gros chantier. Et c'est ce qui m'a lancé, tu vois. Et je me suis retrouvé avec 25, 30 salariés, tu vois. Et je bossais comme un fou le matin, le soir, le samedi, le dimanche. Et j'étais tellement un bloc le matin, j'avais mon pote boulanger à la turbie. Comme je dormais pas la nuit, j'allais faire le pain, j'allais livrer le pain avec lui. On faisait la tournée.
On finissait la tournée, il était quoi, 6 h du matin. J'avais envoyé au four à pain 1200 baguettes, tu vois. Et après, on allait les livrer et après, je partais bosser. Et est-ce que à ce moment-là, étant donné que tu bosses beaucoup, tu as une boîte qui tourne, est-ce que tu te dis pas, je vais pouvoir me faire plaisir sur mes premières grosses caisses à moi? Mais en fait, j'ai pas le temps d'y penser. J'ai toujours aimé les voitures. Et en fait, j'ai racheté ma première Porsche, a été une 993 Targa, qui était celle du boulanger d'ailleurs. Et j'ai commencé là-dessus. Il y a une anecdote un peu sur l'achat de cette voiture ou quoi? Sur la 993, Targa, non. Rien de spécial. Juste que tu l'as acheté à ton pote le boulanger, quoi. Voilà, j'ai acheté à mon pote le boulanger et j'ai toujours aimé les Porsche. Parce qu'en fait, quand je travaillais au garage Autoport, pardon, j'ai compris que les Porsche étaient quand même beaucoup plus fiables que d'autres marques. Et donc j'ai décidé d'acheter ma première Porsche et c'est mon premier amour et ce sera toujours mon amour dans l'automobile, ce sera les Porsche. Donc tu as cette caisse, tu la gardes combien de temps? Je la garde 4-5 ans. Ok, ah ouais, donc tu la roules quand même beaucoup, ouais. Je roule avec, je me fais plaisir, j'apprends à conduire surtout. Ouais. Et après je me prends j'ai une opportunité, je me prends une 993 cabriolet. Donc là, même chose, je me fais plaisir. J'aimais beaucoup les cabriolets parce que ça me rappelait un petit peu la moto. Ce côté un petit peu liberté que tu retrouves. Ouais, l'air libre, plus connecté avec l'environnement autour et tout. Tu vois, comme on a une belle région, c'est très agréable. Et c'est vrai qu'après, j'ai commencé à acheter des cabs. Et par la suite, j'ai préféré avoir des coupés. Et là, après, tu fais la transition avec, toujours chez Porsche, mais la gamme d'au-dessus. Je crois que tu prends une GT3, c'est ça? Ouais. Alors, il me vient une opportunité d'acheter une... Non, j'ai un ami qui en achète une. Et il me dit, viens, on va faire un tour. Et c'est vrai que j'étais jamais monté dans une voiture un petit peu de piste sur la route. Et c'est vrai que c'était une voiture extraordinaire. D'ailleurs, je me souviens, on monte au Vista Palace, il y a un virage à droite. Je dis, on va jamais passer. On va jamais passer. Et en fait, on est passé tranquille, tu vois. Mais on va dire aussi qu'il avait un très bon coup de volant. C'est vrai qu'on a cette chance à Monaco d'avoir des gens qui roulent très bien, même dans la région. Car on est une région très montagneuse. Et vraiment, t'apprends à conduire. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'achète cette 97 GT3, je vends la 93 cab. Et me voilà parti avec ma GT3 et je roule, je me fais plaisir, j'apprends à conduire, piloter. Je commence à aller sur les circuits. Je dis bon, ben, je vais changer de marque. Donc je la vends, je passe sur autre chose. Et en fait, je me retrouve pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai racheté de nouveau une GT3. Et puis j'ai encore voulu aller ailleurs. Et pourquoi tu voulais aller ailleurs? Parce que tu comprenais pas cette voiture? Il y avait un truc. Je comprenais pas l'automobile et je comprenais pas la voiture encore. Je pensais que toutes les voitures étaient un petit peu dans cette même philosophie quand tu achetais une voiture de sport. Et j'en ai quand même acheté 7 des 97 GT3, qu'elles soient RS phase 1, phase 2. Et j'ai compris qu'à l'époque, c'était une très grande voiture, tu vois. Et surtout, ce qui me convenait. C'est une voiture qui te donnait beaucoup de plaisir, beaucoup de retours d'infos. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est-à-dire que tu le sens dans le volant, dans les pédales et dans le cul. Tu vois, tu roules un peu avec le cul, tu as l'impression de faire corps avec la machine. Surtout qu'à ce moment-là, tu glissais pas encore. Non, c'est venu très tard, ça, la glisse. Et donc là, tu comprends au bout de ta 7e GT3, effectivement, que c'est une super caisse. Tu la gardes? À ce moment-là, tu te dis, il faut que je commence à garder, c'est ça? Ben, je commence à mieux gagner ma vie, surtout. Ouais, sûrement. Et je peux me permettre de commencer à garder ces grandes voitures qui aujourd'hui, le 97 GT3, d'ailleurs j'ai gardé un 4 litres, et pour moi toujours une grande voiture parce que c'est une voiture qui se pilote. Exceptionnel. Ouais, et aujourd'hui, on ira la voir peut-être après. On ira la voir, bien sûr. Et aujourd'hui, on rentre un petit peu dans le monde de la PlayStation. Mais j'aime bien la 97 RS parce que c'est vraiment une voiture charnière entre le passé et le futur. C'est-à-dire que tu roules encore à l'ancienne, tu as 3 pédales, la boîte méca, une voiture où il faut inscrire. Et aujourd'hui, et cette voiture, elle est aussi moderne parce que tu as du châssis, tu as du moteur, tu commences déjà à avoir de l'électronique. Et aujourd'hui, on est passé dans le futur, dans les voitures un petit peu que j'appelle ça des PlayStation. Des voitures très rapides, très puissantes. Mais le problème, c'est que pour aller chercher du plaisir, il faut commencer à rouler très vite et tu bascules un petit peu dans le côté obscur de la force. Tu vois. Ouais, parce que quand tu dis PlayStation, c'est qu'elles sont aussi beaucoup plus accessibles. Bien sûr, tout le monde peut rouler vite.
Ce qui n'était pas forcément le cas avec des voitures, effectivement. Là, la GT3 en 997, c'est un peu la transition entre cette ère passée et justement le Voilà. futur, ce que tu dis. Justement, c'est là que cette voiture, pour moi, est toujours très intéressante. D'ailleurs, si tu veux apprendre à piloter, surtout une Porsche, pour moi, c'est la voiture idéale, si tu veux apprendre à piloter. Je pense que quand tu sais rouler avec une 97 GT3 ou une RS, peu importe, t'as un bon bagage Pour rouler n'importe quoi. ouais, pour le futur, tu vois. Et est-ce que c'est à ce moment-là aussi où tu commences à peser tes voitures? Non, c'est venu très tard, ça. C'est vu plus tard aussi? Ouais, c'est venu plus tard. Ouais. Tu me racontais ça tout à l'heure, ça me faisait rigoler. C'est quoi, bon, on peut en parler maintenant, c'est quoi un peu le concept? De peser une voiture. Ouais, c'est pourquoi tu fais ça? Bah déjà, c'est pour voir l'équilibre, tu vois, voir un petit peu ce que c'est qu'un moteur central et pour les réglages et puis surtout pour voir si les constructeurs ne comptent pas des conneries, tu vois. Et alors, c'est qui les bons clients et les menteurs? Ben écoute, ce qui m'a toujours surpris, c'est 10-15 kilos près, c'est les McLaren qui sont vraiment près de la vérité. D'où le fait qu'il y en ait 3 derrière nous et une Ouais, autre t'en là. as 3, t'en as une quatrième là-bas. Et ça correspond à ce qu'il y a sur le papier. Comparé à d'autres marques, on peut le dire ou pas? Ah oui, on peut dire, vas-y. Ah, on peut dire, écoute, moi j'appelle ça des Fiat. C'est, eux, franchement, ils sont faciles entre 100 et 200 kilos, tu vois. Donc quand tu parles de Fiat, tu parles de Ferrari, hein, Bien sûr. pour les auditeurs. Voilà. Mais on reviendra après sur l'histoire, pourquoi aussi tu as une histoire assez particulière avec Ferrari. Ouais. Et pour revenir un peu sur ton parcours automobile, tu essayes plein de voitures, tu commences à vouloir chercher à te perfectionner. Ouais. Comment ça se passe? Enfin, tu fais une transition assez rapide vers d'autres marques? Tu commences à prendre des cours de pilotage? Enfin, comment tu... Comment j'ai commencé? Ben, j'étais avec ma 993 la première fois sur un circuit, j'ai pris un coach et j'ai essayé de comprendre une voiture. Et puis j'ai surtout essayé de comprendre comment on règle un châssis et la rendre pour qu'elle soit plus intéressante sur la piste. Et donc je commençais un petit peu à aller voir des gens, commencer à régler les châssis, changer les amortisseurs, tu vois, sans trop la dénaturer bien sûr. Et j'ai commencé à perfectionner mon, pas dire pilotage, mais bon, on va dire mieux conduire. Donc tu fais des stages quoi de pilotage en monoplace, en rallye, tu touches un peu à tout? J'ai fait de la monoplace, j'ai fait des stages en Laponie par exemple. Mhm. Et puis il m'arrivait une chose, c'est que je perdais tout le temps les caisses enfin je les perdais pas tout le temps, mais bon de temps en temps, je perdais la voiture sur la piste et je commençais à faire des têtes à queue et j'arrivais pas à les rattraper. Donc grâce à un ami, d'ailleurs il était propriétaire de 2 voitures ici, lui s'était mis au drift. Donc il m'a dit viens, tu verras, on va s'éclater. Et c'est vrai qu'on a commencé à se mettre à la glisse. Et ça m'a beaucoup aidé pour surtout faire et ce qu'il ne faut pas faire sur la piste. Et de bien comprendre le moment où tu perds la caisse et ce qu'il faut faire. Parce que le drift finalement te permet de mieux comprendre une voiture et de tout de suite comprendre ses limites et comprendre son équilibre, c'est ça? Exactement, oui. J'ai surtout appris à comprendre l'équilibre d'une voiture. Surtout quand tu la mets en glisse. Par rapport à un moteur central, un central avant ou un porte-à-faux arrière. Et donc ça, tu as commencé il y a combien de temps la glisse, un peu tous ces... 5 ans. Il y a 5 ans? 5 Ouais. ans, tu t'es vraiment mis en tête, ok, il faut que je devienne un meilleur conducteur, voire un meilleur pilote, mais à minima un très bon conducteur, quoi. Mais surtout, la glisse, en fait, quand tu mets le doigt dedans, tu t'arrêtes plus, quoi. C'est une drogue. C'est une drogue. Je trouve que c'est une discipline qui t'apporte énormément de plaisir, beaucoup de fun, mais par contre qui coûte très cher, mécaniquement et en pneus, quoi. C'est-à-dire que... En pneu, il paraît que ouais, ça rigole Ouais, pas trop. ouais, ça plaisante pas, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on a acheté une voiture de drift, on faisait 3 tours, les pneus étaient rincés, quoi. Et c'est vrai qu'on avait des petites BM, des E36 pour s'entraîner, et un jour, on a passé 50 ou 60 trains de pneus dans la journée. Tu vois, pour te donner un peu une idée, quoi. Donc, Ouais. on louait le Castellet une journée, le driving center, et ça y est, c'était parti. Il y avait un mec qui avait une machine avec son camion et des piles de pneus, et des fois à 16 heures, il n'y avait plus de pneus, on avait tout bouffé, quoi. Mais on allait jusqu'à les faire exploser, tu vois. Et donc tu as continué à faire du drift un peu sur circuit, et à un moment tu t'es mis au drift, Ouais. à la glisse, À la glisse, ouais. sur route. Ouais, la glisse. J'appelle ça de la glisse sur la route parce que aujourd'hui, il n'y a plus de frein à main. Tu ne vas pas commencer Ouais. à démonter une caisse à Ouais. frein à main hydraulique. Le drift, c'est vraiment une discipline à part entière. Donc tu as ton petit parcours autour de chez toi, autour de Monaco, Oui. où tu connais par cœur et tu peux tester un peu toutes les voitures. Tu les mets toutes en glisse, hein, parce que il faut, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas directement, il faut savoir que les Senna qui sont derrière, tu les mets en glisse aussi. Bah écoute, j'ai essayé. C'est pas facile les McLaren parce qu'il y a une pédale électronique. Donc là, c'est très très sensible. Donc il suffit de.
je vais pas dire au gramme près, mais c'est très très sensible. C'est quoi là, dans celle qu'on a là autour de nous, celle qui va t'amuser le plus au niveau de la glisse? Au niveau de la glisse, c'est la Black Series, ça va être la Dodge Viper, ça va être des Porsche, ça va être tout ce qui est propulsion en général. Ouais, en général, tu as plus de Ouais. résultats. Lambeau, c'est facile. Les Porsche, c'est facile. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui me résistent, on va dire. Est-ce que tu as des anecdotes un petit peu justement sur des moments où tu pars en glisse sur ton fameux parcours et peut-être que tu as fait, je sais pas, une rencontre qu'il fallait pas trop faire à ce moment-là? Ouais, on va dire. En fait, je suis arrivé. En fait, quand je jette une voiture, je vois pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc, tout est possible. Sauf que ce jour-là, ben, c'était pas un vélo, c'était pas une voiture, c'était pas un camion, c'était la gendarmerie. Donc, j'ai fait vraiment. Elle était belle, tu vois. Elle était bien propre, tu vois. Je suis sorti. Putain, j'étais en crabe et là, je les vois arriver en face de moi. Avec les yeux écarquillés, tu vois. Je dis, bon, je vais me barrer, tu vois. J'essaye de me barrer, j'arrive pas. 5 minutes après, bien sûr. Pimpon. J'étais au cul. Donc, il m'arrête et tout, blabla. Les papiers, j'avais la moitié des papiers. Je roule jamais avec mon permis, d'ailleurs. Et donc, ils ont commencé. Il me dit, bon, on va vous mettre une amende. Je dis, pourquoi vous mettez une amende? Il me fait non-maîtrise du véhicule. Je dis, ah là, je suis pas d'accord. Parce que franchement, c'était vraiment une belle glisse, je lui fais, tu vois. Il me dit, comment vous le prenez? Putain, il me renvoie un deuxième camion de gendarmes et là ils me font alcoolémie, drogue, ils m'ont tout fait. Il a pas aimé la blague, quoi. Non, il a pas aimé. Ils ont pas beaucoup d'humour, malheureusement. Donc je me suis pris une prune à 90 € et ils ont mobilisé 5 personnes pendant 1h30, quoi. Bon, c'est une des anecdotes. Et aussi d'autres anecdotes, c'est que j'arrive à un rond-point, je commence à glisser avec la caisse que j'ai et puis il y a un pote qui voit ça, il me dit, tu peux faire la même chose avec la mienne? Je dis, ouais, si tu veux. Donc la voiture, je la connais pas du tout. Et je la prends à la voiture, je lui fais 2 tours de rond-point en glisse avec lui à côté. C'était quoi comme voiture? C'était une Mercedes, une cabriolet, une AMG GT cab, ou ça peut être une Lambo, peu importe quoi. Et pour reprendre un peu le parcours de tes voitures, parce que tout à l'heure on était sur les Porsche, comment ça a évolué un petit peu? Parce que maintenant on voit autour de nous, là, tu vois, il y a des McLaren, il y a une Dodge, tu as une GT, tu as beaucoup d'autres Porsche, Ouais. tu as une GT2 RS, je sais, Ouais. tu as la GT3 RS 4 litres. Comment la succession s'est un peu faite? Parce que tu as eu beaucoup de voitures. Ouais, j'ai eu beaucoup de voitures et en fait j'ai commencé à pas mal lire de magazines et je me suis dit l'automobile dans quelques années ça va basculer et toutes les voitures que tu as là ça va disparaître et c'est des voitures qui me tenaient à cœur. Moi j'ai eu la chance aussi financièrement de les garder, de les stocker et c'est vrai qu'après je me suis un petit peu dispersé vers McLaren qui est une marque extraordinaire. C'est-à-dire que McLaren, tu peux en parler des heures et des heures, mais la meilleure chose, c'est de mettre ton cul dedans et aller rouler avec. Et ça n'a rien à voir avec le reste de l'automobile, parce que tu roules dans une coque carbone, hyper rigide, et tu sens vraiment que tu roules sur la suspension et sur le pneu, quoi. Il n'y a que ça qui travaille, et pas le châssis. Et c'est vrai que ça te donne un côté plaisir que tu retrouves dans aucune autre marque. Même chez Ferrari, tu l'as jamais retrouvé ce plaisir? Parce que Non, tu as eu pas mal de Ferrari avant McLaren, c'est ça? Ouais, j'ai un ami qui était fou de Ferrari, donc il m'a un petit peu mis le doigt dedans. Donc ma première Ferrari, c'était une 360 Challenge, Stradale, qui malheureusement avait eu un accident, donc elle n'a jamais roulé droit cette caisse. Ouais, pas donc cool. je l'ai revendue, Ouais. je l'avais acheté en Italie. Et puis j'ai acheté ma deuxième Ferrari, c'était une F50. J'ai eu l'opportunité d'en acheter une. Alors c'est marrant parce que j'ai acheté un marchand à Monaco. À Raoul, c'est ça? À Raoul, ouais. De RM Autosport? RM Motorsport. Et donc la voiture débarque à peine du camion. Je passe devant, je la vois. Je dis putain, une F50. Donc je la vois, elle était pleine de poussière. C'était quoi? C'était une sortie de grange? C'est une sortie de grange. Une voiture qui était restée 6 ans dans une grange. Ok. Donc elle était vraiment dans son jus, quoi. Mais si tu veux, comme j'avais pas mal travaillé dans l'automobile, j'ai un peu le nez pour savoir si une voiture elle est fraîche, saine. Et donc je l'ai regardée comme ça. Je suis rentré je l'ai appelé, je dis Raoul, elle est à vendre la F50. Il m'a dit, je sais pas, c'est possible. Écoute, passe au garage, on verra. Bon, je passe le soir, tout ça le jour même. J'étais déjà chaud j'étais chaud, tu vois. J'étais prêt à dégainer. Je rentre dans son bureau et je dis, Raoul, écoute, je veux cette voiture et je partirai pas de ton garage tant que je l'ai pas acheté, quoi. Il m'a dit, c'est possible un petit peu
un petit pot d'espèces. Quand il a dit ça, j'ai dit c'est bon, j'ai la voiture. Donc je suis parti du garage avec les papiers et la partie avec mon F50 quoi. Donc je l'achète et je vais absolument rouler avec. Et comme elle était dans son jus, bon, je pars avec mon pote qui était un fou de Ferrari. Et donc on part partager ses premiers tours de roue avec la F50. Donc on part à la Turbie, me voilà partie. Je fais un dépassement. J'arrive à la Turbie. Bah, la Turbie, je perds l'embrayage, quoi. Plus d'embrayage. Oh non. Putain. Il était en descente après. J'étais en descente, donc je suis redescendu à Monaco avec, sans embrayage, au moins 5 dans un parking, quoi. Tu vois, l'enfer. Et en fait, j'appelle Raoul, je dis Raoul, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Il est venu avec un mécano, et en fait, il y avait de l'air dans le circuit hydraulique d'embrayage. Donc, je l'ai pris, je l'ai envoyé en Italie. Elle est restée pendant 3 mois là-bas. On a tout fait dessus, et après, je l'ai récupérée. Et ça a été un grand, grand moment de plaisir, cette voiture, parce que c'est une voiture que tu roules surtout avec la mécanique. Hein, parce que le châssis, c'est pas terrible, c'est pas non plus. Ça fait 520 chevaux. Et donc, je garde ma F50. Tu as gardé combien de temps celle-là? Je l'ai gardée 3 ans. Après, je décide de me lancer dans la Ferrari. Donc, mon pote me dit écoute, il va sortir une F12 TDF. Donc, va déposer un bon de commande. Donc, je vais déposer un bon de commande à Cannes. Et en même temps, j'avais aussi acheté une 458 Special Aperta. Donc c'est la version découvrable de la Speciale. De la Special. Et donc, la voiture sort. Elle est annoncée. Donc, j'avais mon bon de commande. Et j'étais le premier. D'ailleurs, même le concessionnaire ne savait pas qu'elle allait sortir, cette voiture. Donc, t'es arrivé, t'as dit je veux me verser un acompte pour. Voilà, donc j'ai fait un chèque, 60 000 € à l'époque. Mais le mec savait même pas quel montant tu devais faire comme chèque, s'il savait pas la voiture. Ah non, il savait pas le montant, donc j'ai laissé 60 000 €. Peu importe, de toute façon, il aurait fallu la payer, la caisse. C'est clair. Et il me dit ok, pas de problème. Donc la voiture sort. C'est le début de l'engouement du business dans la voiture. Et donc il en a eu 3 ou 4. Et en fait, il m'a dit écoute, j'ai un petit problème, la voiture, tu pourras pas l'avoir parce que c'est l'usine qui choisit les clients. Donc là, je pète un câble et donc j'ai pas eu la voiture et j'ai décidé de vendre toutes les Ferrari. Quoi. T'as essayé d'écrire à Ferrari peut-être pour te plaindre ou je sais pas, non? Écoute, j'appelle le responsable Europe qui s'appelait, je connais juste son prénom, Julien, que j'avais rencontré à des salons. Et je lui explique la situation. Il me dit écoute, envoie-moi un courrier et on verra ce qu'on peut faire. Donc je me suis mis pendant 2 jours à essayer de faire une lettre et expliquer un petit peu mon pédigré et ma passion de l'automobile. Et en fait, ils ne sont même pas dignés de répondre, quoi. Donc sur ce, j'ai décidé de vendre. Ça t'a dégoûté quoi? Ouais, ça m'a dégoûté. Donc j'ai vendu la F50 de rage et la Perta qui a suivi derrière. Et c'est pour ça que t'appelles ça des Fiat maintenant? Aujourd'hui, ils appellent ça des Fiat. Ouais. Il t'en reste une, je crois, hein, quand même. Il te reste une Speciale, c'est ça? Il reste une Speciale, ouais. Que Qui j'aime a- beaucoup, hein, d'ailleurs, attention. Ouais. Hein. J'adore le moteur. Bon, le châssis, il est ce qu'il est, mais c'est une voiture qui donne beaucoup de plaisir aussi. C'est différent. Pour rester dans les petites histoires par rapport à des achats de voitures, je crois que t'en as une qui est assez marrante sur la voiture qu'on voit juste derrière nous. La 688 MSO. Ah, la 688. Hein. Alors, la 688, c'est une voiture qui est très peu connue, mais c'est l'usine qui a choisi les clients. Il y en a très, très peu dans le monde. Hein. Il y en a 25. Ouais. Donc, elles sont un petit peu dans chaque continent. Et donc, j'étais avec mon pote, il me dit, écoute, d'abord, je vais faire un tour avec. On va rouler. Je fais 150 mètres. J'étais passager. Écoute, je faisais partie de la voiture. Il me manquait que le volant dans les mains, tu vois. Tellement cette voiture, elle te balance des infos. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'automobile. C'est des voitures qui t'envoient des infos où tu sens vraiment la voiture vivre et tu fais corps avec la machine. Et donc, j'ai dit, écoute, si un jour tu la vends, perso, ça m'intéresse, mais tu devrais la garder pour moi parce que ça reste une très grande voiture. Donc, quelques mois après, il se dit, bon, il vient me voir et me dit, écoute, peut-être la 688, je vais la vendre et tout. Je dis, ok, combien tu la vends? Et il me dit, je sais pas. Je dis, écoute, on va la faire à l'américaine. Donc, j'ai pris un petit post-it et je dis, tu mets un montant dessus et on va s'échanger le montant 3 fois qu'on va changer. Et si au bout de 3 fois, on s'entend pas, on casse l'affaire. Pas de deal. Pas de deal, quoi. Donc, on s'est échangé le papier 3 fois et on est arrivé sur un prix et je lui ai acheté la voiture. Et Que je ne regrette pas d'ailleurs. Ah bah non. C'est une quelle année celle-ci?
Je sais pas, elle a quoi, 5-6 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vieillit pas du tout, hein. C'est incroyable en termes Bah écoute, elle a pas pris une ride. en termes de design, c'est incroyable. C'est la première que je vois, sûrement la dernière aussi. Parce que MSOHS, j'en vois pas beaucoup. Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent ce podcast qui savent même pas ce que c'est. Et donc c'est une base de 675 LT. C'est une 615 LT revue et corrigée. Et en fait, tu as tous les curseurs qui sont mis au maximum. Et d'ailleurs, quand tu roules avec, tu le sens, quoi. Pour moi, la 675 LT ou la 688, c'est une de mes McLaren préférées. Voilà, où tu sens vraiment bien le train avant, tu sens bien l'arrière. Le 3,8 litres, c'est un moteur qui est explosif pour moi, comparé à une 720, même à une Senna. Senna saison, c'est le moteur de la 720 de base. Oui, c'est la base, oui. Mais j'aime ce côté rageur de la 615. Tu prends plus de plaisir donc avec on va dire la 675 et la 688 qui est une base finalement de 675 que les Senna. Oui, tout à fait. Pour moi, une Senna, ça n'a rien à faire sur la route, quoi. C'est une voiture de piste, hein, d'ailleurs. Ça tourne en 2.03 au Castellet, quand même, tu vois. On est dans les temps de voitures de course, des GT3, par exemple. Tu vois. Et pour rester un petit peu dans les anecdotes par rapport à tes voitures, sur ta GT3 4 litres, je crois que tu te l'as fait dédicacer par Chris Harris. Tu as une histoire par rapport à ça? Ouais, en fait, Chris Harris est venu faire un tournage et j'ai un pote à Monaco qui le connaissait, enfin qui s'occupait du tournage. Et lors du tournage, on a réussi à choper Chris Harris pendant 5-10 minutes maximum car il était au taquet. Et donc il a vu le 4 litres, il en a eu une d'ailleurs, avec qui il a eu beaucoup de plaisir. Et j'avais mon stylo à la main et je parle pas bien anglais, tu vois, je baragouine. Et donc mon pote, il a fait un petit peu l'intermédiaire et je lui ai dit, signe-moi la voiture. Donc il a dit, ouvre le capot. Je dis, non, tu me signes sur la voiture, quoi. Donc il m'a signé sur le montant de pare-brise Chris Harris avec l'année. Trop bien. Donc on en parlait un petit peu. Et il la regrette d'ailleurs. Ah bah tu m'étonnes. Mais ça, justement, par rapport, si tu refais le comparo par rapport à McLaren, la GT2 RS que tu as aussi, c'est une voiture qui, pour toi, sur la route, n'a pas de sens non plus? Écoute, tu parles de laquelle, la GT2 RS, la 97? Ouais, non, t'as 991. 91. Écoute, c'est vrai qu'au début... c'est vrai que t'en as deux de GT2 RS, j'avais oublié. J'ai deux GT2 RS, j'ai une 97, j'ai une 91 et j'ai un 87 GT2 aussi. Ah, je savais pas ça, tu vois. Tout à l'heure. Ouais, incroyable. Qui n'est pas une voiture super intéressante, mais au niveau du châssis, mais c'est bien de l'avoir. Oh, c'est un mythe. Je l'ai bien acheté surtout. Car à l'époque, personne n'en voulait. Et en fait, elle était dans le showroom chez Porsche Second à Monaco. Et ça faisait 8 mois qu'il était au fond du garage. Et donc j'ai fait une offre à, il me semble, 75 000 et je l'ai eu à 75 000 euros. Mais non. Elle a 18 000 km, tu vois. Je sais même pas combien ça cote maintenant, mais on n'est pas sur 75 000, ça c'est clair. Ouais, tu vois. J'aime bien aller faire un petit tour avec. Ah, tu m'étonnes. Et donc, ouais, pour reprendre le comparo par rapport à McLaren, est-ce que tu dirais que la GT2 RS a vraiment que sa place sur circuit? Et pareil, c'est pas du tout roulable. Surtout que la tienne, toi, tu la reprogues. D'ailleurs, c'est Yann. Yann Briand, d'ailleurs, je le salue, de MotorTech que j'ai eu sur ce podcast, qui te la reprogue. Qui me la reprogue, ouais. Elle fait combien elle fait maintenant? Pendant le confinement, d'ailleurs. En plein confinement, Yann est venu à la maison, on a commencé à reprog. Pleine caisse, on allait rouler. Il t'a reprogue ta Senna à ce moment-là aussi? Ouais, il a fait la Senna, ouais. Senna qui est maintenant à 900 chevaux. En fait, franchement, la Senna, quand je l'ai récupérée, j'étais avec mon pote et on a été faire un tour avec. Donc le premier jour, c'était bien. Et le deuxième jour, j'ai l'impression qu'il manquait 2 cylindres. Tu vois, parce que la voiture, elle a tellement de potentiel qu'elle, pour moi, elle était sous-motorisée. Donc j'ai appelé Yann, il a commencé à travailler sur la carto. Et donc, nous voilà partis sur l'autoroute, parce qu'en fait, on ne l'a pas amené sur un banc de puissance. On a tout fait sur la route. Donc on avait les connectiques qui sortaient du dessous de la voiture, qui passaient par l'intérieur, l'ordinateur sur les genoux. Nous voilà partis sur l'autoroute. Bien sûr, on se fait arrêter par les gendarmes. Et ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait et tout. Je dis, on leur explique. Et donc, on s'est rendu compte qu'elle était quand même pas mal bridée, la caisse. Donc, elle faisait... donc, ça fait 800 chevaux, 800 Nm de couple. Donc, elle faisait 600 Nm de couple en première, 700 en deuxième, 720 en troisième. Et après, tu avais les 800 Nm de couple. Donc, on a fait péter toutes les brides. Enfin, Yann s'en est occupé. Et on a tout passé à 900 chevaux. Donc, maintenant, on peut commencer à l'appeler Senna. Mais c'est une voiture qui mérite 1000 chevaux pour moi. C'est marrant que tu me dises ça parce que quand je suis allé le voir, il était avec sa 765 LT, qui est un monstre qui fait largement plus que 765 chevaux officiellement. Il me disait que lui, c'était plutôt autour de 800, 840. Ouais.
Et il disait qu'il voulait pas la reprog à ce moment-là parce qu'il estimait que c'était déjà bien trop. Et j'ai trouvé ça ironique, tu vois, pour un mec qui fait des reprogs, Ouais, c'est finalement. marrant. Ouais. Je sais pas s'il a changé d'avis depuis. Hein. Non, il a toujours pas touché. Je crois pas. Hein. D'ailleurs, Mais... il m'a fait rouler avec, d'ailleurs, je l'ai essayé. Et qu'est-ce que t'en penses alors? Bah écoute, moi j'aime pas trop la philosophie du châssis, c'est une voiture qui vire. J'aime pas la philosophie du moteur déjà. Beaucoup trop PlayStation linéaire, on va dire. Et je préfère le côté rageur du 3 litres 8 chez McLaren. Mais je l'ai mis en travers par contre. Et il était content? Oh, il était content. Ouais. Ouais, pour revenir sur Porsche, alors du coup, tu penses que la GT2 RS c'est le même esprit que la Senna en fait, ça place que sur circuit, selon toi? Non, sur la route, ça a sa place aussi. Ouais, Moi j'aime bien. C'est moins radical qu'une Senna, quoi. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Je la trouve très lourde de l'arrière, je trouve la GT2 RS. Mais quand tu as compris son mode d'emploi, c'est une voiture très fun et surtout qui glisse très bien, quoi. Et tu la reprends à combien, celle-là? Elle fait 760 chevaux et 850 Nm de couple. Ah, quand même. Tu vois, elle respire bien. Quand même. Elle a la santé, on va dire. Et la petite dernière qui est arrivée, c'est la GTS R, si je dis pas de conneries. La Viper. Ouais, ACR, GTSR. C'est quoi l'histoire un peu? Bah, l'histoire, c'est que j'ai un ami qui s'appelle Soul, qui est un grand fan de Viper. Ouais. C'est vrai qu'elle a une gueule de fou, elle a énormément de présence, je trouve. C'est clair. Énormément. Et c'est vrai qu'à rouler avec ce V10 8 litres 4 de 650 chevaux et 810 Nm de couple, c'est une boîte méca dont la première monte à 100 km/h. Voilà, c'est une voiture très très virile et très physique, je trouve. Elle te matraque la caisse. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai essayé celle de Soul. Et d'ailleurs, je l'ai mis en travers aussi. Je la connaissais pas. Donc ça glisse bien. Et je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 3 mois. Grâce à Soul d'ailleurs, que je remercie. Donc je suis parti avec ma femme. Je dis, ben écoute, je vais acheter une caisse à Paris. Monte avec moi. On se fait un petit Paris-Monaco. Et en même temps, on se fera un petit relais château sur la route. Donc nous voilà partis avec la Viper, qui consomme, je sais pas, que j'ai fait 5 pleins d'ailleurs. Combien de pleins? J'ai fait 5 pleins pour la descendre. Et donc nous voilà arrivés en dessous de Lyon, et puis on roule 160, 170. Et puis à un moment, il y a un bruit dans la voiture, elle explose. Elle commence à vibrer dans tous les sens. Je me rends pas compte de ce qui se passe. Et en fait, la vitre arrière, elle a explosé elle s'est désintégrée sur l'autoroute. C'est quoi? C'est le plexiglas? Le plexiglas qui a pété? C'est du verre trempé. Ok, et comment ça se fait? Enfin, tu as eu l'explication après? Ben après, j'ai analysé la chose avec mon mécano et en fait, il y a eu un court jus dans le dégivrage arrière. Ok. Donc la vitre s'est complètement désintégrée. Donc je suis rentré. Je dis ben écoute, le relais château, c'est fini. Ma femme était pas contente. D'ailleurs, on n'arrivait plus à parler dans la voiture. Vous étiez un peu en panique, quoi. En panique, donc on a Puis fait beaucoup de bruit avec, forcément, ouais. t'as l'air qui rentre. Les turbulences. Ah ouais. Donc on s'est fait 500 km sur la vitre arrière. Vous aviez des casques ou quoi pour protéger du son? Non, même pas. Non, à l'enfer. On est parti en mode détente, on va dire. Oh là là. Oh l'enfer. Et mais ça t'a pas empêché de l'acheter derrière? Ah non, bien sûr. D'ailleurs, Tu l'avais déjà acheté, mais t'aurais pu, je sais pas, la bazarder en mode dégoûté. Ah non. Donc il a fallu repeindre tous les ailerons arrière. Ah bah oui, forcément. L'aile arrière. Et il y avait du verre dans toute la voiture. J'ai mis 1h30 à l'aspirer. Et t'en as combien en France, là, tu penses de... Ouais, c'est la seule. C'est la seule? C'est la seule, ouais. Bah déjà, des Viper de base, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, ça portait nos groupes Fiat. Et après, ils se sont séparés et aujourd'hui, c'est que des imports. Donc, il avait fait toutes les démarches administratives. C'était un import directement des Des États-Unis? États-Unis, ouais. Tu vois, au niveau de l'adrière, tout ça. Enfin, pour la passer, il a fallu démonter l'aileron, les petites lames à l'avant, tout ça. Enfin, demander pas mal de papiers. Et en fait, il a fait le plus dur. Ouais, donc tu t'es pas tapé toute la galère administrative, Ouais. toi, qui doit être super chiante. Ouais. Donc là, il y a quand même pas mal de mythes dans ce garage et pas mal de voitures qu'on verra jamais. Hein. Je dis ça pour les gars qui sont derrière aussi la caméra. La 688 MSO, même la Black Series GT. Black Series. Il y en a combien de celles-ci? Ben, il y en a un. En fait, c'est celle-là avec les étoiles, celle que tu as en face de toi. C'est que pour les clients Project One. Ok, donc l'hypercar de chez Mercedes. De chez Mercedes. Donc, il y en a 275. Et il y en a peut-être moins parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas voulu la prendre. Et je trouve que c'est une voiture extraordinaire à conduire.
C'est vrai que quand tu as tout le temps l'habitude de rouler avec des Porsche et que tu achètes un nouveau modèle qui sort chez eux, tu sais toujours à quoi t'attendre, tandis que rouler avec un moteur central avant et avoir le cul sur les roues arrière, c'est une sensation très agréable. Ah oui, tu m'étonnes. Quand on voit tous ces joujoux, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'il y a encore des voitures qui te font rêver? Écoute, quand je vois l'avenir de l'automobile, il n'y a pas grand-chose et je me dis surtout, garde ce que tu as parce que ça reste des grandes voitures qui te donnent beaucoup de plaisir, ce qui est en train de disparaître aujourd'hui. Et à titre perso, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, j'essaie d'avoir une 92 Cup et en fait, j'emmène plus mes voitures sur la piste, je veux plus. Déjà, tu les abîmes et puis c'est pas une voiture de piste, quoi. Donc, j'essaie d'avoir une 92 Cup. Bah, je te le souhaite. Merci Enrico, merci pour ce moment. Merci à toi, Yann. À très bientôt. Au plaisir. Et puis on va aller faire un petit tour là, de voir un peu toutes les caisses. Allez, on va aller se balader. Allez, ça va. Ciao, Yann. Ciao.